Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité ? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Clap, ça commence. Clap d'ouverture. Bienvenue Bruno pour la 2e fois sur le podcast. Salut Florence. Moi, je suis très contente de te recevoir une 2e fois. On vient de discuter un petit peu en off et je me suis fort retenue de te demander des nouvelles sur tout ce qui était en lien avec ton travail. Donc là, je vais m'en donner à cœur joie. Et j'ai reçu quelques questions d'auditrices, en l'occurrence, plus que d'auditeurs, sur plein d'aspects pratiques de ton métier et son évolution. Pour faire les choses dans l'ordre quand même, est-ce que tu peux te présenter, notamment pour les personnes qui n'auraient pas entendu le premier épisode il y a 5 ans ? Alors, je m'appelle Bruno, j'ai 36 ans, je suis ancien professeur des écoles dans le 91, dans le sud de la région parisienne. J'ai posé ma démission en septembre 2019, à la rentrée 2019, après 4 longues années laborieuses pétri de difficultés et de souffrances au travail. Et aujourd'hui, je suis désormais, depuis 2020, officiellement photographe de portrait, expatrié dans le sud de la France, nouvelle vie, et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Écoute, c'est parfait, t'as parfaitement fait le tour, et je me souviens très bien que, déjà quand on a enregistré ce premier épisode, moi j'étais encore prof, et j'avais pas du tout cette perspective de partir, et je me souviens, je voulais partir, mais je savais juste pas comment, et j'étais pas sûre que je me lancerais à mon compte, et je me souviens d'avoir enregistré avec toi et de me dire « Waouh, il est son propre patron !» Et je me dis, en t'écoutant, je me dis « Ça y est, moi aussi !» Petite c'est fierté. La liberté. C'est ça. Alors ça vient avec ses responsabilités, mais je suis d'accord, la liberté c'est vraiment le critère numéro 1. Et puis je voulais rebondir sur autre chose, c'est que ton épisode a été le premier épisode dans lequel on a parlé de souffrance au travail. Et je ne sais pas, il avait eu énormément d'écoutes, ton épisode, et il avait été beaucoup repartagé. Et j'avais reçu énormément de messages de gens qui me disaient que c'est un sujet qui était jamais abordé, mais qu'ils étaient vraiment
eux-mêmes concernés. Et un nombre, je te dis, astronomique. Et là, sur les 2 dernières années, c'est incroyable le nombre de messages que je reçois à ce propos-là. Donc, même si c'était très évidemment, je pense, pas facile d'en parler, merci de l'avoir fait parce que ça a aussi permis à d'autres personnes de se dire en fait, c'est pas juste moi le problème, il y a d'autres personnes dans cette situation et ça ouvre aussi sur le sujet, quoi, parce que c'est hyper tabou alors que ça devrait pas, quoi. C'est clair, et j'en profite pour remercier aussi tous les gens et toutes les rencontres que j'ai fait sur les réseaux sociaux suite à ce podcast, des nombreux messages que j'ai reçus de soutien, des fois des pavés venus de nulle part pour m'expliquer que eux aussi ou elles aussi ont vécu des situations similaires. Je pense que ma voix est une voix assez banale dans le monde de l'enseignement, comme tu l'as dit, parce que on souffre tous et toutes des conditions de travail, de reconnaissance, de salaire, de tout ce qu'on veut. Sauf que c'est difficile à aborder, etc. Et si ma pierre à l'édifice, elle a pu débloquer ne serait-ce qu'une idée positive de se dire ok, c'est ok d'en parler, et c'est cool. Et voilà, je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui m'avaient envoyé des gentils messages. Et très content d'avoir pu participer à ce podcast, ne serait-ce que pour ça, même si c'est vrai, comme tu l'as dit, ça m'a un peu coûté. Ouais. Sur le moment, je me souviens de ce jour-là où ça m'avait beaucoup remué, mais j'étais fier de l'avoir fait et je suis très content du coup de revenir et de répondre à ton invitation pour faire un nouveau point et reparler de tout ça. Ouais, et puis je pense que c'est aussi l'occasion effectivement de voir que même si ça marque, je pense, sur toute une vie, c'est de plus en plus derrière toi aussi. Puis voilà, on fait tous de notre mieux après pour dépasser ça, mais je sais pas si tu sais que l'année dernière ou l'année d'avant, parce que le temps passe vite et, et que plus je vieillis, plus il passe vite en plus, C'est clair. mais il y a une association qui a été créée et qui s'appelle LPN et qui œuvre justement pour, on va dire, contre plutôt le harcèlement entre les personnels de l'éducation nationale. Et depuis qu'elle existe, ça libère encore plus la parole, donc vraiment je trouve que c'est un chemin grandissant et je te jure que j'entends ces trucs, mais c'est affligeant, quoi. Ouais, Donc, c'est pas plus mal que quelque chose se soit un peu débloqué pour que les gens puissent en parler, et on répétera jamais assez, mais aussi beau le métier soit-il, mérite pas qu'on y souffre et qu'on s'y mette mal. Même si c'est votre vocation, il faut toujours vous penser à vous et penser à votre bien-être, ne serait-ce que pour vous, mais aussi pour les enfants derrière qui n'ont pas à pâtir de votre mal-être. c'est ça. Tu sais que c'était ta phrase de conclusion dans l'épisode d'il y a 5 Waouh, ans. Quelle boucle. Je m'auto-cite sans faire exprès. Bruno, avril 2026. Ouais, c'est de moi. Sur ces 5 dernières années, donc, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans ta vie, professionnelle ou aussi personnelle, puisque tout est très lié, que ce soit de façon positive, négative ou juste purement factuelle? J'ai continué du coup à m'investir dans la photographie, dans l'auto-entrepreneuriat, dans une France qui est censée être full pour les auto-entrepreneurs, chose qui n'est pas vraiment le cas, mais on en reparlera un autre jour peut-être, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et voilà, je me suis très investi là-dedans, j'ai développé mon activité dans le mariage également. Entre-temps, j'ai écrit un petit bouquin sur le portrait poétique, qui est mon concept de photographie, qu'il s'agit de discuter avec les gens et de les prendre en photo pendant qu'ils discutent et d'écrire un poème à leur sujet, sur leur histoire. J'ai fait 2 conférences au Salon de la Photo. J'étais invité 2 années de suite pour parler, j'avais le sujet libre, alors du coup, plutôt que de parler de mes vlogs de voyage comme faisaient tous les autres youtubeurs et instagrammeurs, j'ai dit, moi je vais parler de mon petit bouquin et du portrait poétique et de la photo bienveillante. J'ai beaucoup parlé de mon passé d'enseignant, parlé de beaucoup de l'aspect pédagogique et bienveillant autour de ma photographie. Et puis voilà, je reste un artiste et à côté de ça, je fais des formations aussi pour les photographes et les modèles. Là encore, on me le dit souvent, mais ma patte de prof se fait ressentir, ne serait-ce que par une organisation très militaire de grand 1, petit a, petit b, transition, phase d'essai, de remédiation, etc. Enfin voilà, c'est des mots qui vont sonner juste dans la tête des gens. Voilà, j'ai toujours une âme de prof, j'ai toujours cette pédagogie à cœur, la bienveillance, le côté de partager, voilà, d'être utile. Ça, je l'aurai toujours, je pense que ça fait partie de mon caractère. Et ça se répercute, ça se diffuse, ça s'infuse dans ma photo au jour le jour, et voilà.
Bah franchement, j'ai envie de dire félicitations pour ces 5 belles années. Merci. Je me souviens que la première fois qu'on a enregistré, si je dis pas de bêtises, c'était le tout début des portraits poétiques. Et je ne suis pas mécontente de voir que même si mon algorithme, je peste souvent contre lui, ne me montre tellement plus les contenus des gens que je suis, parce que je ne vois que de la pub et des contenus sponsorisés maintenant, tous les 2 posts, je n'avais pas vu tes contenus, je pense, depuis au moins 1 an et demi. Et je m'étais même demandé là en te recontactant si tu avais continué la photo, tellement je ne voyais plus rien. Et en allant sur ton compte, je me suis dit, mais en fait, il poste toujours, tout le temps, il a jamais arrêté. Oui. Pourquoi je ne le vois pas? Voilà. C'est l'algorithme Donc, qui est contre les anciens c'est profs. ça, Voilà, ouais. c'est ça. Méfie-toi. On va dire ça, on va être conspirationniste. Mais bon, Voilà. j'avais quand même les grandes lignes, donc ça va, je suis rassurée. Et en tout cas, ça fait plaisir d'entendre que tout avance, que tout évolue, que chaque petite action finalement fait de grands changements sur du long terme et que surtout tu es toujours autant passionné et que tu aimes toujours et autant ton métier et que tu as gardé ce statut et que tu as trouvé un moyen de garder ta patte de prof finalement à travers une autre activité. Finalement, quand on est prof un jour, peut-être qu'on reste prof toujours. Je pense qu'on se refait pas dans tous les cas et que quand t'as eu un métier qui t'a tenu autant à cœur et tu l'es toujours un petit peu, ça t'a tellement marqué dans ta vie que ça fait partie de toi, quoi. C'est ça. Je vais te faire écouter un extrait de l'épisode d'il y a 5 ans. Tu vas l'écouter de ton côté et quand c'est fini, je te laisse réagir. Je ne dis rien, je te laisse écouter. Après, pour l'aspect négatif, il y a un côté rébarbatif et assez superficiel de travail sur les réseaux qui peut prendre la tête très sévèrement parce que donc du coup, l'essentiel de mes clients, je le trouve sur les réseaux, sur Instagram, hein, parce que Facebook est mort. Instagram oblige à avoir une tactique un peu influenceur, disons. Et donc du coup, ça force un peu à se dénaturer et des fois en faire un peu des caisses. Mais en même temps, j'essaie beaucoup de garder beaucoup de naturel, beaucoup d'humain, mais en même temps de rester pro. Donc voilà, faut trouver un juste milieu entre être très actif, être très pro, être soi-même, mais en même temps pas trop. Donc c'est un peu un jeu un peu étrange. Donc c'est ça, ce côté un peu négatif, mais en même temps, on y rencontre aussi énormément de gens et nombre de mes très bons amis aujourd'hui viennent de là et quasiment l'essentiel maintenant qui vient du monde de la photo. Et donc c'est un point négatif qui amène beaucoup de points positifs. C'est toujours un peu d'actualité. Dans le sens où le travail sur les réseaux, le travail très rébarbatif de se faire connaître, de superficialité, il existe toujours. C'est aussi le problème de travailler avec les réseaux modernes aujourd'hui, Instagram, Facebook, TikTok aussi beaucoup. C'est un peu jouer sur ces canaux-là. C'est pas toujours très sexy, c'est un peu chiant. J'ai appris, disons, avec le temps, après 5 années, je pense que je peux le dire, à beaucoup m'en détacher. À une époque, je pouvais être très matrixé de ça, y donner beaucoup d'importance et être très sensible aux chiffres, aux stats, etc. Aujourd'hui, j'ai appris à m'en défaire, à regarder les choses avec plus de maturité. Ça va aussi avec une meilleure gestion parce que je sais mieux le faire et du coup, j'y mets moins d'énergie dedans. Maintenant, oui, ça reste un aspect qui est très rébarbatif et je pense que tous ceux qui travaillent à leur compte vont s'y retrouver aussi à ce niveau-là, quoi. Ouais, je t'avoue que j'ai écouté et je me suis dit, waouh, c'était donc il y a 5 ans, j'avais pas conscience de ça à l'époque. Maintenant que je suis dans la situation, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. J'ai vraiment la même sensation que toi, alors parce que je prends pas un plaisir particulier à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est pas ma passion de passer mon temps sur mon téléphone et de créer des trucs où tu sais jamais si quelqu'un le verra, si ça passera bien, si c'était le bon mot, si c'était la bonne heure, si c'était le bon angle, si c'était machin. Et je pense qu'en vrai, si on s'y intéresse, si on a une bonne stratégie, si voilà, avec plein de si, je pense que ça peut être une chouette expérience. Mais je trouve que c'est vraiment pas le même rapport au réseau quand tu le fais pour ton boulot que quand tu le fais pour le plaisir. Et j'ai vraiment du mal à trouver le plaisir dans la partie boulot des réseaux. Et du coup, de t'entendre, je me suis dit, tiens, je me demande si lui, en 5 ans, son point de vue a changé ou pas. Et globalement, voilà, prise de distance, mais avis similaire que je partage. Je pense qu'il faut garder un bon juste milieu entre partager des choses qui nous font plaisir. Moi, en général, quand je partage des trucs un peu plus perso, c'est des choses qui me font rire.
parce que je veux essayer d'y trouver une forme de plaisir aussi, ou bien une forme d'esthétique en faisant des jolies stories, en racontant une belle chose. Maintenant, oui, faire tout le temps la même chose et prier pour que l'algorithme l'accepte de bien me donner un peu de visibilité, ça, j'ai passé outre et des fois j'ai des stories qui font énormément de vues et des fois pas de vues. Et ben, j'en fais pas une catastrophe et c'est pas grave. Et voilà, l'important c'est de continuer à faire ce qu'on aime et voilà, d'un peu s'émanciper de ce côté-là. La course aux chiffres, c'est très malsain, très nocif. Et si jamais il y a des entrepreneurs et des gens qui travaillent à leur compte qui nous écoutent, faites ce qui vous fait envie. Je pense que c'est ce que les gens vont plus ressentir. Et il vaut mieux que des gens nous suivent pour ce qu'on fait de bon cœur et avec sincérité, parce que ça va se sentir, ça va se ressentir, plutôt que de faire des choses bêtes et méchantes de manière un peu procédurale. Déjà, ça se ressent de plus en plus aujourd'hui parce que on a l'ère du chat GPT, où Oh là là, tu n'as que des contenus qui se les ressemblent. tirés Donc, quadratins, là, je peux ah plus. oui, bah surtout dans le monde du podcast, j'imagine que Ah là là, ça doit être oui. vraiment le copier-coller dans tous les sens. Les Mais phrases dans... qui font exactement le même nombre de mots, puis les 3 petits points qui reprennent par exactement la même tournure, puis les mêmes espacements, puis tout se ressemble et je pense que ça a vraiment grandi d'un coup, mais à mon avis, on va très très vite retomber sur le besoin et l'envie de quelque chose de plus humain et de plus sincère. Oui, Et je pense que toi et moi, on sera du bon côté de la barrière à ce moment-là. ouais. Après, on a notre expérience et notre âge pour en avoir conscience. Je me dis, les pauvres gens qui commencent à 20 piges là et qui se donnent à fond, qui font du chat GPT et toute la journée et qui veulent monter un business ou quelque chose, bah ils vont vite se reprendre un retour de bâton, qu'ils ont que des gens qui sont un peu fake et qui ont très peu d'intérêt finalement pour eux, mais qui sont plus dans le divertissement, dans la prise d'attention. Là où je pense qu'il faut garder vraiment, comme tu dis, un côté authenticité, et attacher les gens pour ce qu'on fait, pour de vrai, et pas simplement du contenu, ce terme vague qui veut tout et rien dire. Ah, je suis d'accord avec toi et moi j'ajouterais même, puisqu'on était dans la phase conseil pour les entrepreneurs, puisque maintenant je peux me permettre, parce qu'à l'époque je ne Oui, pouvais pas, de pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que j'ai mis beaucoup de temps moi à créer mon site internet et je me rends compte là, il doit avoir 3 ans je pense mon site aujourd'hui, il m'apporte énormément de visibilité et c'est pour du mhm. long terme, alors que ce qu'on poste sur les réseaux, bon ça fera toujours une belle vitrine, mais t'es jamais sûr de rien, tu maîtriseras jamais l'algorithme, tes posts au bout de 24-48 heures, à moins qu'ils buzzent incroyablement, ils vont disparaître. Et je me rends compte que le fait d'avoir et un podcast, et un site, et une newsletter, et mes réseaux, ça fait ça fait une meilleure moyenne, on va dire. Et le jour où j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un post Insta qui sera vu par personne, ben je peux écrire un article de blog, ou enregistrer un épisode, ou rédiger ma newsletter. Et c'est à la fois plus agréable en tant que personne à vivre, mais je trouve que ça n'a pas l'air, en tout cas de mon expérience, d'être une mauvaise stratégie entrepreneuriale, dans le sens où ça m'apporte quand même de la visibilité, et puis ce qui est le but aussi à terme des clients, quoi. Donc voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Bah, je pense qu'il faut penser moyen, long et court terme. Le long terme C'est étant le ça. site, la newsletter qui va choper quelques personnes, mais des vrais gens. Et le court terme et moyen terme qui va être plutôt les posts sur les réseaux, et le très court terme, ça va être les stories, les tweets, si vraiment on va là-dedans. Parce il y a un Twitter aussi pour les entrepreneurs, hein. Ouais. Je le déconseille, n'allez pas sur Twitter, c'est la mort du cerveau. Je Vraiment, n'y ai n'y allez pas. jamais été, ça ne m'a jamais donné envie. N'y va pas, Ça a n'y l'air va pas, d'être vraiment, l'enfer. vraiment. Oui, c'est la mort du cerveau, je pense que c'est ça, la mort de la nuance. Et donc du coup, ouais, comme tu dis, faut penser long terme, faut penser court terme aussi, mais il vaut mieux investir avec lenteur et surtout avoir de la patience. C'est frustrant, c'est difficile, j'entends, mais le résultat sur le long terme, il sera bien plus payant. Et même si on n'y voit pas tout de suite les résultats. J'approuve ce message. Je vais te poser des questions, une série de questions, auxquelles tu vas devoir répondre soit par oui, soit par non. Je dis pas que ça va être toujours facile. Si pour Mhm. certains sujets c'est même trop compliqué, une fois qu'on arrivera à la dernière question, on pourra détailler. On va dire ça comme ça. Première question. D'accord. Est-ce que tu vois toujours la photographie comme une forme de thérapie? Oui. Est-ce que le harcèlement que tu avais subi en tant qu'enseignant stagiaire, même en début de carrière en fait, t'a laissé des traces avec du recul? Oui.
Est-ce que tu prends toujours le temps de faire des photos pour le plaisir? Hmm. Oui, j'essaye. Ça, c'est une belle nuance qu'on n'aurait pas trouvée sur Twitter. C'est clair. As-tu conservé le concept des portraits poétiques? Euh, Oui et non. C'est-à-dire? Oui, dans le sens où la philosophie du portrait poétique, je la mets sur toutes mes photos. Rester bienveillant, pédagogue et très accompagnant dans tous les cas. Proposer un cadre de confiance, de sécurité morale et physique. Pour autant, le format typique du portrait poétique, je ne le fais plus parce que c'est très compliqué à expliquer et ça demande beaucoup d'efforts de communication. Et aujourd'hui, ça paye pas assez et donc du coup, c'est un format qui appartient au passé, mais il fait partie un peu de mon univers. Pour autant, le format en tant que tel, j'en fais plus. Mais je le regrette pas, c'est pas grave. Ça fait aussi partie du début de ma carrière, donc ça me va aussi. J'aime beaucoup cette réponse, très, très précise. Le statut de photographe indépendant te convient-il toujours? Oui. Ta rémunération est-elle supérieure à celle d'il y a 5 ans, sachant que, si tu n'as pas réécouté récemment l'épisode, tu disais gagner entre 700 et 1000 euros par mois. Je ne sais pas si c'était du chiffre d'affaires ou du net. Alors, au cas où l'URSSAF nous écoute, je déclare absolument tout va bien, je suis à jour. Non, au-delà de la vanne, comme d'habitude, c'est très fluctuant. Il y a des périodes creuses et des périodes plus riches, notamment dans la photo de mariage. Oui. Maintenant, je pense que je suis un peu plus que ça maintenant. Ok. Si j'arrive à avoir un SMIC, c'est très bien. Ouais, je suis passée par là l'année dernière. Est-ce que tu préfères réaliser des portraits ou des photos de mariage? Ça, c'est vache comme question. Ouais, désolée. La prochaine est cool, tu verras. Euh... Je ne sais pas, Joker. Ok, ça marche. Et la dernière, c'est pas un oui ou un non, mais c'est comment va Kiwi? Kiwi est toujours en train de se dorloter la pilule au soleil. Elle prend toujours un peu de poids et ses reins fonctionnent mal, mais en plus elle a de l'asthme, mais sinon elle Oh, pète la forme. oh non, alors pour le détail, enfin voilà, pour le contexte, pour les gens qui ne savent pas, Kiwi est un chat. Oui, Chat que j'avais eu c'est bien l'occasion précisé. de croiser lors de la dernière interview et que je vois souvent sur tes réseaux. Et là, je voyais encore des photos d'elle. C'était une fille, un Kiwi. Enfin, une C'était femelle. une kiwi. Une Kiwi. Contrairement à ce que son nom indique. Merci C'est beaucoup ça. pour tes réponses précises et détaillées. J'ai des questions d'auditeurs également, en plus des miennes. La première qui vient de eux comme Emma, qui demande est-ce que tu as des regrets? Euh, C'est une question difficile. Je dirais pas que j'ai des regrets, je dirais que j'ai de la nostalgie parfois. Oh. Dans le sens où je ne regrette pas d'être parti, je ne regrette pas ma liberté. Ce que je vais regretter et avoir une nostalgie un peu tristoune, c'est le côté du partage avec les enfants, le côté de ces 10, 15, 20% des moments avec dans l'école où tout se passe bien, tout est fluide, tout est nickel, où on rit, où on se sent utile. Mais pour tout le reste, je le regrette pas. Et tout ce que j'ai pu subir et tout le bordel. Et d'autant plus que si demain je dois y revenir, eh ben faut que je me retape le concours. Il faut que, ou bien que je passe en étant contractuel, Ouais. chose que je ne souhaite pas parce que c'est encore moins stable que pourtant ma situation de titulaire de l'époque. Donc, est-ce que je regrette? Non. Est-ce que j'y repense avec regret? Des fois, oui. Voilà. Sachant que c'est vrai que dans un contexte complètement différent, si t'étais tombé sur une autre école et avec des personnes un peu plus humaines, en fait, si ça se trouve, tu serais toujours prof et ça se passerait très bien. En fait, c'est ça qui est... Même si toi, tu n'as pas de regrets, c'est la situation est regrettable, quoi. Oui, mais là-dessus, j'ai vraiment pas de contrôle là-dessus. Bah, c'est Et ça. quand je vivais ça, j'étais avec à ce moment-là, je partageais ma vie avec une jeune enseignante, pareil, qui faisait le même parcours que moi, on avait la même ancienneté. Et
Elle, de son côté, elle avait vraiment des personnes hyper saines, hyper bienveillantes autour d'elle. Et je pense que elle-même, elle le disait, qu'elle était attristée de voir que ça tombe à pas grand-chose, qu'en fait, ce métier reste dans ma vie. Mais en fait, on tombe sur deux, trois personnes qui vont nous briser la vocation, nous casser le moral, et nous casser l'envie, tout simplement. Et avec certains, ça va juste merveilleusement bien se passer, et en fait, on n'en reparlera plus. Ouais. Et ça laisse le temps de se forger, de se rassurer, etc. Moi, comme beaucoup d'enseignants qui sont partis malheureusement un peu vite, mais en fait, on nous a même pas laissé le temps de s'installer, voilà, on est tombé directement sur des gens qui, voilà, nous ont tué notre histoire dans l'œuf, quoi. Et c'est ça qui est regrettable, comme tu dis, parce que là-dessus, ça aurait pu se passer autrement s'il y avait eu d'autres gens à cette époque-là qui m'avaient chapeauté, qui m'avaient conseillé, etc. J'ai pas eu de chance, je Ouais. dirais. Maintenant, bon, on va pas refaire le monde, hein, c'est là-dessus, il n'y a pas vraiment. Oui, c'est sûr que voilà, ce qui est fait, mais comme tu l'as dit, ça tombe à très peu de choses. Et en fait, je pense que c'est aussi le propre des métiers humains. Comme il y a de l'humain, il peut y avoir des bons humains et des moins bons humains, quoi. Et c'est pareil pour le monde dans l'entreprise, hein, on peut aussi aller bosser dans une boulangerie et se rendre compte que la chef, elle est géniale et qu'on va se donner corps et âme pour cette entreprise, ou bien on va tomber sur un employé ou une employée qui va être infect et ça va ne plus nous donner du tout envie d'y aller. C'est un peu le même principe, hein. Les relations humaines peuvent nous casser complètement notre motivation à ce niveau-là. Donc bon. Après c'est la vie et après on fait des choix surtout. Et moi j'ai fait le choix de dire je m'émancipe de ça et je choisis de tracer une voie saine. Et là-dessus je ne peux pas le regretter. Ce qui est juste dommage, c'est pour les enfants. Voilà. J'ai une question ensuite alors c'est un pseudo qui s'appelle La cerise sur le tableau, j'ai beaucoup aimé le pseudo, qui pose en fait deux questions en une, qui sont les suivantes. Comment t'es-tu formée à la photographie et comment trouves-tu tes clients? Alors, pour me former à la photographie, j'ai fait de la photo. Ouais, toi t'étais très Haha, autodidacte, je me souviens. voilà. J'ai commencé en pleine nuit à 2 heures du matin, en pleine crise d'angoisse, pendant mon arrêt maladie de prof d'ailleurs. Et je me suis dit, ah, ça serait vraiment trop bien de prendre des gens en photo. Au moins, ça me permettrait de sortir un peu, de faire des choses. Et puis, le lendemain, j'ai ouvert YouTube et j'ai tapé apprendre la photo. Et ça m'a occupé. Et puis, 2 semaines après, j'avais un appareil photo. Et puis, je suis sorti, j'ai fait des photos, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des photos. Et puis, ça m'a permis de rencontrer. Et puis, chaque personne m'a apporté quelque chose de nouveau, des nouveaux profils, etc. Et c'est ça qui m'a appris dans le dur. Là où certains vont faire beaucoup de formations ou des écoles de photo, moi j'ai appris en faisant. Donc j'ai une relation à la photographie académique très particulière, dans le sens où je suis plutôt dans il vaut mieux faire et se planter pour observer que ça foire, plutôt que d'apprendre et de répéter bêtement des choses souvent datées, souvent théoriques et un peu chiantes. On reconnaît un peu le prof, hein, Oui. qui en a marre de faire les programmes, hein. Donc voilà, là-dessus aussi ça me va bien. Et donc j'ai fait énormément de shooting. Normalement cette année, si je travaille bien, je finis mon 1000e shooting cette année, ce qui est énorme Ah oui, quand c'est on y énorme, oui. pense. Je confirme. Voilà, là je suis à peu près à 850 ou 900, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a des gens, ils vont faire une école de photo et ils auront fait, je sais pas, 20 shootings ou 15 shootings dans l'année. Moi, je suis plutôt sur des moyennes de 120 shootings, quoi. Donc voilà, je bosse beaucoup, j'ai beaucoup bossé quand j'ai commencé pour apprendre. Je préconise d'apprendre ça comme aux petits enfants. Vaut mieux qu'ils se plantent, que ça serve de leçon, Ouais. plutôt que d'acheter des tonnes de matériel et de se dire que ça va faire de meilleurs photographes, de meilleurs artistes, de meilleurs élèves, bref. Vous avez compris la métaphore. Sachant que pour le profil autodidacte que tu es, déjà il y a 5 ans, tes photos, elles étaient magnifiques. Et là, on Merci. voit que ça évolue. Et moi, je trouve ça dingue de se dire que quand on a vraiment
la passion pour quelque chose, on peut s'auto-former sur un sujet et en arriver là où toi tu es. Sachant qu'il n'y a pas que de la technique, et c'est aussi peut-être pour ça que le côté autodidacte fonctionne bien, comme moi avec le podcast par exemple, c'est qu'il y a vraiment un regard artistique et un aspect très humain, il y a de l'émotion, il y a des choses qui sont propres à toi et qui peut-être dans une formation théorique n'auraient pas révélé ce côté-là chez toi. Tes photos ne sont absolument pas les mêmes que le voisin photographe en fait. Et voilà, je voulais juste faire cette parenthèse et je te laisse répondre donc à la suite de la question qui était comment tu trouves des clients? Comment je trouve des clients? Je travaille beaucoup sur Instagram du coup. Je suis très actif, j'essaye d'être le plus naturel possible. J'ai aussi, on en revenait tout à l'heure par rapport au fait de parler sur la stratégie sur les réseaux sociaux, le côté un peu superficiel. J'ai aussi réduit ce côté-là de faire l'influenceur, de faire du contenu. J'essaye surtout d'être très sincère dans ma démarche. Et pour en revenir à la sous-question précédente, c'est toujours l'idée de plus on est sensible et plus on est sincère à notre propre propos artistique, à notre propre création, plus je pense que les gens vont nous suivre dans cette démarche-là et sentir d'abord une sensibilité, un univers, une cohérence, plutôt que de simplement produire pour produire. Et donc, je trouve les gens à travers cette dynamique-là, avant toute chose. Et après, bah, il y a du bouche à oreille, il y a beaucoup de cartes distribuées, souvent pour rien. Il y a mon site internet, voilà. On en parlait un petit peu en off, mais l'idée de on distribue toutes les petites initiatives, on en fait plein un peu partout, on prend les opportunités quand elles se présentent, on essaie de pas trop être flemmard, et des fois il y a des choses qui vont payer, et des fois des choses qui vont pas payer, mais tant pis. Donc voilà. Maintenant, la photographie, c'est très concurrentiel, d'autant plus dans la région, la Haute-Garonne, la région toulousaine dans laquelle je suis, où c'est la région numéro 1 pour le mariage en France. Yes. Ah, je savais pas. Euh, Juste après les Hauts-de-Seine, faut le savoir. Et donc du coup, l'important c'est de se faire un réseau progressivement et ne pas être trop pressé là encore. C'est ça. Et grâce au temps, tu l'as dit, hein, mais le bouche à oreille, moi je trouve que c'est génialissime. Ça fait vraiment ses preuves. C'est juste que il faut attendre que les premiers clients parlent avec leurs conjoints, leurs collègues, leurs amis, le nièce de la nièce de la cousine du tonton de bidule. Enfin voilà. Et petit à C'est petit, ça. ça se fait. Et là encore, tant qu'on sera hyper cohérent dans ce qu'on propose, les gens ne pourront pas dire ah c'est un photographe parmi d'autres. Non, Oui, c'est ah avec ce photographe il y a ça. c'est ça. Et il s'agit pas de dire c'est mieux, c'est moins bien. C'est juste que si on a une proposition qui est particulière, à ce moment-là, on va suivre cette personne-là parce que on est sensible à ça. Si on n'est pas sensible, c'est pas grave, tant pis. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Là, c'est pareil pour toi pour le podcast. On n'est pas là pour taper dans le cœur des gens de tout le monde. Il s'agit de toucher précisément des gens qui en ont besoin. Et je pense que c'est ça, au-delà de l'auto-entrepreneuriat, c'est l'idée de si on veut essayer de toucher les gens sur des plateformes sociales, autant être le plus sincère possible, le plus précis possible. Oui, pour que les gens se reconnaissent et que derrière, s'ils prennent tes services, ils se disent pas genre, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. Parce que derrière, il y aura pas de bouche à oreille sinon. Oui, c'est Pour ça, eux, voilà. l'expérience sera mauvaise, pour toi aussi, du coup. Donc, C'est clair. il y a Pauline qui demande, vis-tu vraiment à 100% de ton métier de photographe? La réponse est plutôt oui. Je ne fais que ça. Je n'ai jamais pris de job alimentaire. Ok. Dans ma vie, finalement, j'ai été professeur, enseignant, et juste après, j'ai été photographe, et je me suis jamais arrêté. Souvent, l'option de est-ce qu'on prend un petit job à côté, c'est une option. J'ai pas eu besoin de le faire, heureusement. Maintenant, je roule pas sur l'or, mais je suis pas non plus à la rue. Et je pense qu'après, ça correspond aussi à mon style de vie où je suis très casanier et très tranquille comme garçon. Donc du coup, je fais très peu de voyages autour du monde et j'achète très peu de voitures. Bon, j'espère que ma voiture ne va pas tomber en ruine d'ici la semaine prochaine. Touche du Mais bois, je le fais pour voilà, toi. merci. Mais voilà, oui, on peut en vivre. C'est compliqué, il faut de la patience. Il faut tenir bon, voilà. Je pense que comme tout, il faut s'accrocher, mais oui, la réponse est oui. Ok. Et la dernière question n'est en fait pas une question, mais c'est Juna qui a écrit juste pour dire
Pas de questions, mais merci pour le format des 5 ans plus tard. Et je trouvais ça trop mignon, donc j'avais envie de le dire. Ah. Merci Juna. Merci Juna. Je trouve ça très chouette, et pour la personne qui participe, toi là en l'occurrence Bruno, mais aussi pour moi, parce que mine de rien, je pensais pas que 5 ans plus tard, je serais là, en train de faire ça. Et oui. On peut être surpris par la vie. Petite partie conseil avant de se quitter. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, que lui dirais-tu ? Décidément, ce podcast, c'est vraiment de la thérapie. Si je devais parler à mon moi d'il y a 5 ans, je lui dirais de s'accrocher et de prendre le temps, de prendre les bonnes décisions pour soi. Et que on en parlait, mais l'important c'est la cohérence et le fait d'être centré, et que il faut rester il faut rester aligné. Plus on connaît son chemin, plus on sait être aligné. Et je pense que comme tout à chacun, on met le temps avant de trouver son petit chemin. L'âge le faisant, et la maturité aussi. Mais je pense que c'est ce que je dirais, et ce que j'aimerais que chacun puisse se dire, c'est que il est temps de trouver son chemin, de continuer à être aligné, et le sort, le karma, comme on veut, nous récompensera forcément. Croisons les doigts pour que ce soit le cas. Et dernière question un peu plus piège, on va voir si tu peux y répondre ou pas. Personnellement, je ne peux pas, donc je ne te jetterai pas la pierre. Mais où te vois-tu dans 5 ans ? Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Pas à l'hospice, j'espère, même si j'aurais dépassé l'âge incroyable des 40 ans. C'est terrible. Ça va, t'as de la marge. Oh là là. Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Je me vois, allez, projection bienveillante et optimiste. Je me vois dans un canapé tout neuf, parce que ce canapé est dégueulasse, en train de geeker Netflix and chill, avec un salaire décent, plein de beaux portraits accrochés à mon mur, parce que je serais heureux et fier de continuer à faire des jolies photos. J'ose espérer entrevoir une situation politique et sociale qui ferait que je pourrais revenir dans l'enseignement et que ce ne sera pas à la croix à la bannière, et que les enseignants seront respectés à leur juste valeur, et qui ferait que je me dise ouais, allez, j'y retourne. Mais là, je suis peut-être trop dans l'optimisme, peut-être un peu dans l'utopie. T'as peut-être des chances d'être à l'hospice avant que cette situation ne se produise. C'est bon, voilà, c'était la fin de l'optimisme. Mais voilà, c'est pour rester un poil sérieux, ce que j'espère dans 5 ans, c'est de continuer à être passionné, continuer à créer des jolies choses, et à rester aligné sur ma manière d'être, et d'être serein. Voilà, c'est ce que j'espère le plus. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. J'ai bien répondu à ta question piège ou pas ? T'as très bien répondu à ma question piège. Yes. Très difficile, je trouve, de répondre à cette question, mais merci d'avoir fait de ton mieux, et je te souhaite un beau canapé aussi, bien confortable. Merci, je vais en parler au propriétaire. Ouais, voilà. Fais comme ça. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps une deuxième fois de répondre à mes questions, et puis avec plaisir. L'avenir nous dira si dans 5 autres années, je reviens te solliciter ou pas. Qui vivra verra. On fera le 10 ans plus tard. Le 10 ans plus tard, t'imagines. Puis je te souhaite le meilleur pour la suite, pour le pro comme le perso, et puis dans tous les cas, on restera en contact. Ça marche. Bah écoute, merci pour l'accueil une nouvelle fois. Un grand bisou et un grand coucou à tous ceux et celles qui nous écouteront. Et puis, abonnez-vous au podcast. Qu'est-ce que vous faites encore là ? Tu fais ma com. Et si vous vous mariez dans le sud de la France et que vous avez besoin d'un photographe, oui. Je fais la tienne, du coup. Parce toute que... la France. Tu bouges dans toute la France ? Oui. Je veux bien aller en Bretagne aussi, ouais. Si jamais... Moi, j'avais prévu de me non-marier. Bon, tant pis, ce sera dans le podcast. On pensait se non-marier avec mon conjoint, comme ça fait cette année la moitié de notre vie qu'on est ensemble. On trouvait ça rigolo parce qu'on veut pas se marier. Et du coup, on voulait faire une grosse fête. Une non-cérémonie. Oui, c'est ça. On voulait faire une non-cérémonie avec un non-mariage et des non-cartons d'invitation. Et finalement, on va acheter une maison, et du coup, on n'a pas du tout le budget pour nos histoires. Mais ça nous a bien amusé d'y penser. Et je m'étais déjà dit que, parce que j'y ai vraiment, on y a
ai pensé très sérieusement et je m'étais déjà dit à l'époque, en fait, j'aimerais trop pouvoir choisir les prestataires parmi les personnes que j'ai interviewées. Puisque avant donc il y avait toi du coup pour la partie photographie de mariage. Et j'avais pensé aussi à Diana que j'avais interviewée avant toi il y a 5 ans, qui était calligraphe et je la voyais trop faire pour soit les invitations ou les places, tu sais, pour les placements à table. Enfin, j'avais pensé un petit peu à toutes les personnes que j'avais eues sur le podcast et je m'étais dit, ce serait trop chouette de faire un événement où tous les prestataires, c'est que des anciens profs. Parce que du coup, ça leur donne aussi de la force dans leur activité et je trouve ça trop cool, quoi. Mais pour l'instant, je ne vais pas me non-marier, mais ça reste dans un coin de notre tête. On ne fait pas de non-mariage, je ne viendrai pas en tant que non-photographe. Non. Pour l'instant, c'est un non-événement. Exactement, mais je te tiendrai au courant si ça devient un événement. D'accord. Je viendrai pour de vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjétaiprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjétaiprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt! Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Ah, et si vous ne savez pas quoi écouter après cet épisode, Meriem a créé un podcast entier sur le sujet. Il s'appelle Les COSI Causes et vous le trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Et petit instant autopromo, c'est ma formation qu'elle a suivie pour créer son podcast. Vous m'en direz des nouvelles.